Suite du chapitre 17. Lorsqu'il faut retenir jusque-là les formules exigibles, c'est que l'énergie totale d'un système, c'est la somme de son énergie interne, donc ses contributions microscopiques, et de son énergie mécanique, que la variation d'énergie interne est réalisable et mesurable, c'est la somme de tous les travaux qui peuvent apparaître et de tous les transferts thermiques, delta U égale W plus Q. Celle-ci, il faut la connaître. Ensuite, il faut être capable de définir par cœur les trois modes de transfert thermique, la conduction, la convection et le rayonnement. Enfin, il faut connaître par cœur la relation delta U égale MC delta T, qui, lorsqu'il n'y a pas de travail, se met sous la forme Q égale MC delta T, la relation de première S, avec les unités dont on a parlé dans la capsule précédente. Alors la fin de ce cours a pour but de vous faire prendre conscience de ce qui se passe quand, par exemple, vous allez réaliser l'isolation d'une maison, l'isolation d'une pièce. Bref, on va étudier les transferts thermiques à travers une paroi plane. Alors pour bien concrétiser la situation, imaginez le mur d'une maison. Ce qui va être intéressant, quand vous achetez une maison, c'est pas de connaître le transfert thermique Q. En fait, ce qui va être important, c'est de savoir si votre maison, elle se réchauffe ou elle se refroidit vite. Et donc cette notion de durée qui va apparaître. Et cette notion de durée, pour en rendre compte, on va définir une grandeur qui est en fait une puissance, qu'on va appeler le flux thermique. Donc, tous les thermiciens, les gens qui évaluent le degré d'isolation d'une maison, mesurent non pas la quantité d'énergie Q transférée d'un côté du mur vers l'autre, mais le flux thermique qui va traverser le mur. Et bien ce flux thermique, en watts, ça sera le rapport entre la quantité d'énergie qui va transiter, Q, donc par conduction, par convection ou par rayonnement, et la durée de ce transfert. Le flux thermique évalue donc la rapidité du transfert. Plus le flux thermique est important, plus la rapidité du transfert est importante. Plus le nombre de watts ici est important, plus il y a d'échanges rapides à travers le mur de la maison. Q est en joules, taux, donc la durée d'échange, qu'on aurait pu noter aussi delta T, est en secondes, et c'est la même formule qu'en électricité, où pour déterminer la puissance, par exemple, d'un composant électrique, on divise l'énergie de ce composant par la durée pendant laquelle il fonctionne. Cette notion de flux est fondamentale, puisque c'est elle qui va vous permettre de savoir si votre maison se réchauffe ou se refroidit rapidement. Imaginons en hiver, s'il fait 0 degré dehors et qu'il fait 20 degrés dans votre pièce et que vous coupez le chauffage la nuit, si le flux thermique est très petit, ça veut dire que vous aurez une durée pendant laquelle la quantité d'énergie qui va permettre d'égaliser, donc de refroidir finalement la température de la pièce va être très long. Par contre, si votre maison ou votre immeuble est très mal isolé, alors pendant une durée très courte, la même quantité d'énergie va traverser le mur, le flux thermique va être beaucoup plus grand et la maison va se refroidir beaucoup plus vite. Donc c'est fondamental de faire intervenir la durée. Cette formule phi égale Q sur taux est exigible, il faut la mémoriser. Pour le reste, toutes les formules qui suivent dans le cours ne sont pas exigibles, elles sont rappelées en en-tête du livre, elles sont rappelées dans les sujets de bac, il suffit de savoir les manipuler et de les comprendre. Alors comment ça fonctionne? Ce flux thermique, eh bien, il va dépendre de pas mal de paramètres. Premier paramètre, la surface du mur. Plus la surface va être importante, intuitivement, on le sent bien, plus on va avoir de déperdition, donc plus le flux va être important. Le flux, ici phi, est donc proportionnel à la surface en mètres carrés du mur. Deuxième chose, l'épaisseur du mur. Une maison avec un mur très épais va être beaucoup mieux isolée qu'une maison constituée de petites cloisons. Donc, le flux thermique, il est inversement proportionnel à l'épaisseur d'un mur. Troisième paramètre, le matériau. Qu'est-ce qui va construire votre mur? Qu'est-ce qui va être responsable de l'isolation thermique de votre mur? Est-ce que c'est un morceau de tôle? Est-ce que c'est un parpaing? Est-ce que c'est de la brique creuse? Eh bien tout ça, ça va se quantifier par ce qu'on appelle sa conductivité thermique au matériau. Plus le matériau a une grande conductivité thermique, donc plus il conduit la chaleur, et moins bonne sera l'isolation.
Donc le flux thermique, il est proportionnel à la conductivité thermique. Et vous, si vous allez en magasin, et que vous cherchez du matériau isolant, par exemple, pour isoler votre grenier ou autre, eh bien, vous allez avoir référencé les conductivités thermiques de différents matériaux. Il faut évidemment prendre la conductivité la plus petite. Alors après, il faut faire un compromis entre le coût du matériau et sa conductivité, mais plus la conductivité thermique du matériau sera basse, meilleure sera l'isolation, puisque dans ces cas-là, le flux thermique sera plus petit. Alors vous voyez par exemple que ce qui est classiquement utilisé, c'est la laine de roche ou la laine de verre, et que la conductivité thermique de ce matériau est effectivement très faible. C'est 0,036 watts par mètre fois des Kelvin. Alors il existe des matériaux plus isolants que la laine de verre. Alors dans la liste par exemple on a la mousse de polyuréthane. Mais souvent ces matériaux coûtent beaucoup plus cher. Donc il faut faire son choix en fonction de son budget et en fonction du flux thermique évalué par un thermicien, c'est son métier, du mur, de la paroi que vous souhaitez isoler. Voilà 3 petites animations pour vous donner une image de ce qui se passe pour le calcul du flux thermique. Alors on a dit que le flux thermique, il était proportionnel à la conductivité du matériau, proportionnel à la surface du mur et inversement proportionnel à son épaisseur. Vous voyez l'influence de l'épaisseur, avec un flux thermique représenté ici par cette grosse flèche et une petite épaisseur, vous avez un gros flux thermique, alors qu'avec une paroi beaucoup plus épaisse, vous avez un plus petit flux thermique. Donc ici, la pièce de température la plus basse va se réchauffer plus lentement que dans ce cas-là. Vous aurez une meilleure isolation. Le matériau est bon conducteur si l'épaisseur est faible. Plus E est faible, plus le flux est grand. Test 2. Influence de la surface. Avec une petite surface, le flux thermique va être lui-même petit. Il y a peu de déperdition, peu de surface d'échange. Avec une grande surface de contact, vous aurez un flux thermique dans la pièce la plus froide qui sera plus grand. En conclusion, un matériau est bon conducteur de chaleur, évidemment, on ne parle pas ici de conduction électrique, mais bien de conduction thermique, si la surface est grande. Plus c'est grand, plus le flux est grand. Troisième test, la nature du matériau avec du bois, 0,16 watts par mètre fois des Kelvin, vous avez un plus petit flux thermique qu'avec de l'acier. Plaque de tôle par exemple, de 46 watts par mètre fois des Kelvin. Le matériau est meilleur conducteur si sa capacité, sa conductivité thermique est plus grande. Dans ces cas-là, le flux augmente. Le bois sera un meilleur isolant avec une conductivité thermique plus petite. Au passage, vous remarquerez que la conductivité ici est notée avec la même lettre que la conductivité des ions en chimie, donc la conductivité électrique. En effet, le parallèle est assez simple, une solution qui a une bonne conductivité ionique, on en avait parlé, elle conduit bien le courant électrique. Ici, un matériau qui a une bonne conductivité thermique va bien conduire les échanges de chaleur. Alors la transition est toute trouvée, puisqu'il y a des matériaux qui sont de bons isolants thermiques et d'autres de bons conducteurs thermiques. C'est comme en électricité, on peut aussi caractériser un matériau ou un ensemble de matériaux par sa résistance thermique. Donc la résistance thermique, ça va être inversement proportionnel ici à la conductivité thermique, et ça dépend aussi de la surface et de l'épaisseur du matériau. La résistance thermique, c'est la variation de température divisée par le flux thermique. Alors si on réfléchit un petit peu, un matériau, un mur par exemple, qui a une grande résistance thermique, c'est-à-dire qui empêche les échanges d'énergie, il va minimiser le flux. Donc pour deux températures fixées, il fait 20 dans la pièce par exemple, et il fait 0 dehors. Si vous voulez avoir un petit flux, donc le flux étant au dénominateur, il faut avoir une grande résistance thermique. Alors les unités, je ne l'ai pas complété ici. Phi, on l'a dit tout à l'heure, c'est en watts. La température, ici, les deux températures doivent s'exprimer en Kelvin. Et la résistance thermique, ce sera donc le rapport entre des Kelvin et des watts. Donc Kelvin, watt puissance moins 1.
Dans le cas de la superposition de plusieurs matériaux, par exemple, vous prenez une fenêtre double vitrage. Vous avez 4 mm de verre, 20 mm d'air et 4 mm de verre. C'est du 4-24. Alors dans ces cas-là, les résistances thermiques vont s'additionner. Donc si plusieurs parois sont superposées, les résistances thermiques de l'ensemble, c'est la somme de toutes les résistances thermiques de chaque paroi. La résistance thermique, c'est une grandeur caractéristique d'un matériau inversement proportionnelle à la conductivité thermique de ce dernier. Alors pour finir, ce qu'on vous demande généralement de faire dans un sujet de bac, c'est un bilan d'énergie. Donc un bilan d'énergie, c'est appliquer le premier principe, à savoir que la variation d'énergie interne d'un système, c'est la somme de tous les transferts dus aux échanges thermiques, Q, et de tous les transferts liés aux travaux électriques ou mécaniques, delta U égale W plus Q. Tout ça, c'est des joules. Effectuer un bilan d'énergie, ça consiste à définir le système, c'est comme en mécanique, à relever la nature des transferts, est-ce qu'il y a du travail, est-ce qu'il y a du transfert thermique, entre le système et puis le milieu extérieur. Je vous rappelle qu'il faut normalement algébriser ces transferts, c'est-à-dire que du point de vue du système, toute énergie reçue sera comptée positivement et toute énergie perdue sera comptée négativement. Le sens de ces transferts est donc important pour algébriser la relation. Dans la plupart des exercices type bac ou du livre, vous verrez qu'on travaille sur des systèmes isolés où delta U vaut 0.